sur Internet, dans certains médias, on a rassemblé tout ça, et vous avez cette synthèse en fait. Parce qu'il y a plus de violations. Il faut savoir qu'il y en a 20 qui sont recensées aujourd'hui, mais on en retient 8. Dont dernièrement le soutien à un gouvernement illégitime non élu au Venezuela, c'est notre. Le gouvernement de l'opposant à M. Maduro. L'opposant à M. Maduro est illégitime et M. Macron a reconnu légitimité, ce qui est contraire à notre constitution évidemment. Et à la charte des Nations Unies, bien évidemment. Exactement. Et en lui mettant un ultimatum d'organiser des élections dans un délai, ce qui est encore plus. On ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Voilà. Alors, si vous me permettez, donc là vous avez donc connaissance du dit courrier. Dans ce courrier, il y a des violations qui nous paraissent, en tout cas qui fait vraiment consensus. C'est d'une, sous votre contrôle, je le dis bien entendu, ce qui s'est passé en Syrie en avril 2018. Monsieur le Président de la République est intervenu contre une puissance étrangère sans l'accord du Parlement, sans l'accord de l'Assemblée nationale, sans l'accord d'un mandat de l'ONU. Donc pour ces deux raisons, il a donc ouvertement quelque part, suite à l'utilisation des gaz dont on n'a aucune preuve, il n'y a eu aucune preuve pour l'instant des enquêtes internationales jusqu'à aujourd'hui, on l'a vérifié, il n'y a aucune preuve qui nous dit que le gouvernement de M. Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques. Et pourtant, il y a une enquête internationale. Attendez, il y a eu un bombardement qui était illégal. Le Parlement n'a pas validé ce bombardement. On ne va pas revenir sur le pourquoi de la Syrie maintenant, parce qu'en plus... Non, c'est un point, voilà, c'est un point moi je parmi me dis d'autres. juste, parce qu'en plus là on est aussi filmé, donc pour le coup moi je vais aussi dire ce que je pense. Allez-y. Moi je ne suis pas à la commission des affaires étrangères, je suis à la commission des affaires culturelles. Je n'ai pas spécifiquement suivi le dossier de la Syrie, parce qu'il y a une multitude de dossiers, vous vous en doutez, et on ne suit pas forcément tous les dossiers précisément. En revanche, ce que moi je sais, c'est que le président de la République s'est appuyé avec le ministère des Affaires étrangères sur un certain nombre de preuves qu'il possédait sur l'usage par le gouvernement de Bachar al-Assad d'un certain nombre de gaz, et notamment à destination des enfants, et qui a justifié son intervention. Maintenant, voilà, moi je vous dis juste ça, mais je comprends que vous... je comprends pas. J'entends que vous appuyez sur un certain nombre d'autres affirmations, mais en tout cas, c'est pas un point de vue que moi je partage, mais que j'entends. D'accord. Alors, parmi peut-être les points justement qu'on peut discuter, qui effectivement peut ouvrir l'échange... Là, pardon, je vous coupe juste, c'est la seule doléance, la doléance principale qui est la vôtre aujourd'hui, c'est la destitution du président de la République. Pas forcément. C'est l'objet l'objet premier de notre rencontre avec vous. D'accord. On a bien entendu d'autres doléances, mais celle-ci, c'est vraiment la plus importante à nos yeux actuellement, par rapport aux élus de la République. Et qui vous motive sur le fait que vous portez encore un gilet jaune, que vous êtes encore présent sur les ronds-points, etc. C'est ce qui vous motive d'abord. De façon partielle. Excuse-moi de te Vas-y, reprendre. bien sûr. Il y a ce point, c'est très important, bien évidemment, mais il y a bien d'autres choses. Si on porte un gilet jaune tous les matins à 8h dans la pluie, la gadoue, la glace, sous la neige, au lieu de faire de l'argent et essayer de survivre et s'assurer un futur minimum, si on s'engage gilet jaune, c'est pour autre chose que ça. C'est qu'on a fait un constat très simple, c'est que les institutions actuelles de notre beau et riche pays ne fonctionnent plus, ne répondent plus à leur rôle premier, qui est d'assurer une vie paisible et heureuse à la majorité de la population. On a combien de millions de pauvres? 9 millions de pauvres, dont un tiers d'enfants. Entre 6 et 11 millions de mal logés. 70% des embauches, c'est les CDD. C'est comme le problème avec les journalistes. Les journalistes n'ont pas les moyens d'avoir leur indépendance. L'indépendance du quatrième pouvoir est impossible quand on est en CDD ou quand on fait des piges. Donc, vous voyez, cet état de dégradation du pays réel que nous constatons, et c'était la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase, finalement ça nous amène, permettez citoyenne députée de vous lire ça, les institutions actuelles ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer une vie digne et heureuse à la population de notre beau et riche pays. Nous, Gilets jaunes, nous sommes levés pour améliorer radicalement et pacifiquement ces institutions afin de remettre l'homme avant la finance et de pouvoir vivre dignement de notre travail. L'intérêt collectif passe avant l'intérêt individuel. Au-delà des problèmes catégoriels, identifions les causes de notre situation actuelle. Et quand on dit radicalement,
ça vient du latin radix, à la racine. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas seulement aux conséquences. Tous les jours, nous avons plein de personnes qui viennent nous voir avec de très longues doléances sur leur situation actuelle et souvent catégorielle. C'est des retraités, c'est des postiers, c'est des pompiers, etc. Très bien. Nous, dans notre vision radicale, radix, la racine, on va chercher la cause de la cause, et la cause de la cause de la cause. Et là, ce qu'on arrive, c'est tout simplement au pouvoir profond, le pouvoir visible, les politiques, les médias, les syndicats, et puis le pouvoir profond, le pouvoir de l'argent, la création monétaire, des choses, bien évidemment, dont les médias ne parlent pas. Donc, cette lettre de destitution du citoyen président, oui, c'est important, bien évidemment. C'est une étape. Mais c'est une étape. Derrière, nous vous ferons parvenir dans les prochains jours un texte où vous aurez une vision claire de ce que nous, au niveau des Gilets jaunes, du rond-point La Nationale 20, McDonald's de Montlhéry, nous voulons. Et nous pouvons parler qu'au nom de ce rond-point-là. C'est bien clair. Qui rassemble donc une quarantaine de personnes. Voilà. C'est ça. Après les autres Donc ronds-points, 200 sympathisants. Je précise. voilà, 256 sympathisants. Voilà. Tout en sachant qu'on est en coordination avec tous les autres ronds-points du 91, qu'il y a une coordination de l'Île-de-France et nationale qui se met en place, mais bon, ça prend du temps de manière horizontale, etc. Donc, pour ça que pour l'instant, on est juste en notre nom, mais on essaye de faire consensus sur les idées de changement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, tout à l'heure, j'étais à Villemoisson, dans une école primaire. Il y a le Parlement des enfants. En gros, c'est 2 classes par circonscription qui remettent aux députés une proposition de loi sur un thème. Et le député ou la députée peut, s'il le souhaite, aller dans la classe pour expliquer, pour répondre aux questions des enfants, qui sont des questions tout à fait pertinentes, et expliquer le fonctionnement des institutions aux enfants. Et en fait, en vous écoutant, j'essaye de comprendre, donc, destitution du président de la République. Ça veut dire, derrière, vous convoquez de nouvelles élections présidentielles, ou alors vous souhaitez une assemblée constituante de la mer, ce qui s'est passé en 89, pour refondre des institutions. Enfin, comment vous voyez les choses, en fait, concrètement? Alors effectivement, il y a la question de la constituante, mais qui pour nous, alors ça reste à l'état d'idée, on va dire, même si on la commence à en parler, à la développer dans nos AG locales, c'est que nous on penserait à la destitution du président. On sait que c'est Gérard Larcher, président du Sénat, qui reprend normalement l'intérim et qui est censé refaire des élections dans le moment. Nous, ce qu'on voudrait imposer à Gérard Larcher en prenant le pouvoir, et c'est une condition sine qua non qui arriverait avec la destitution, c'est un gouvernement de transition par plébiscite citoyen. De quelle manière on peut le faire? Je vous donne un exemple. C'est un site qui permettait en fait de proposer n'importe qui, et qu'au fur et à mesure, avec un système d'entonnoir et de vote à plusieurs scrutins, Ça formait un gouvernement. ça formait même pas un gouvernement, là c'était pour un candidat aux élections. Voilà. Mais là, pour un gouvernement, on pourrait utiliser ce système, et ce serait très faisable. Donc, un gouvernement qui serait constitué par un plébiscite du peuple. C'est ça. Et dans le même temps, alors pourquoi pas, après par exemple, moi je travaille sur les questions constituantes, etc. On peut imaginer un vote à points, et pas forcément une élection comme elles sont faites. Bon, c'est du détail. Et donc, condition sine qua non de la destitution de Macron, c'est un gouvernement de transition pour moi. Et condition sine qua non du gouvernement de transition, c'est une constituante. Voilà. Mais ce gouvernement servirait à faire la transition pour pas attendre de la constituante qu'elle prenne des décisions qui sont urgentes, justement. Donc, un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes. C'est ça. Le temps de... Autant vous dire que je ne suis pas d'accord avec la décision du président de la République. On s'en doute. On entend bien. Mais par contre, ça m'intéresse d'échanger Ce sur le concept-là, fonctionnement des transition. d'échanger sur les institutions. Parce que là où je partage des points, probablement qu'on a des points d'accord, c'est que effectivement, concernant les institutions, il y a des points, il y a des angles d'amélioration que j'observais. Plus que des angles pour nous. Que j'observais avant même d'être député et que j'observe aujourd'hui en l'étant. Donc là-dessus, je pense qu'il
puis il y a énormément de régimes institutionnels dans le monde, pourquoi pas effectivement réfléchir à des améliorations du nôtre. Et donc, d'accord, donc gouvernement de transition et donc assemblée constituante. Et donc, qu'est-ce que vous proposeriez comme nouveau fonctionnement constitutionnel? On met tout à plat et en transparence intégrale. Mais en fait, j'essaye de comprendre, mais ce serait plus un régime parlementaire, Justement, si je peux présidentiel. rajouter quelque chose avec votre accord, nous on prend exemple sur le gouvernement islandais. D'accord. Le gouvernement islandais, révolution des casseroles en 2008, puis une deuxième en 2011, nationalisation des banques, parce qu'on pense que c'est le problème profond de ce pays, et bien entendu du nôtre. Ils ont nationalisé leurs banques, ils ont réécrit la Constitution. Ça, c'est du concret, c'est parti de peu et on est arrivé à beaucoup. Ça a été passé sous silence médiatique totalement. Qui, aujourd'hui, autour de cette table, a entendu parler tout de suite de la révolution islandaise? Personne. Il a fallu qu'on fasse notre enquête, il a fallu qu'on lise, qu'on aille sur Internet, qu'on aille chercher des sources, voire même qu'on se déplace à l'ambassade islandaise, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. On prend exemple sur ces pays-là. Donc, ils l'ont réussi, pourquoi pas nous? Même si eux n'ont que 300 000 habitants, c'est autre chose, c'est vrai, mais ils ont quand même réussi à leur petit niveau. En France, comme dit mon camarade, on veut tout remettre à plat. On veut abolir la Ve République. Clair, net et précis, on veut de la démocratie réelle, sans corps intermédiaire. Directe et participative. Après, Voilà. ça reste à définir au moment de la constituante, en fait, parce que c'est le débat national qui fera ressortir le système, j'allais dire parfait. Les Français parfait, choisissent. mais voilà. Et, Après, on a nos propres idées sur ce qu'on veut nous partager au niveau de la constituante, mais on n'en C'est est ça. pas vraiment là. et aujourd'hui, vous allez par exemple, je ne sais pas, on ne se connaît pas, donc vous allez échanger dans le cadre du grand débat sur le fonctionnement des institutions, vous allez... À notre manière. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand on n'a pas de souveraineté? Parce que la primauté du droit international ou du droit européen sur le droit français, est-ce qu'on est simplement souverain chez nous? Non. Ben non. On ne vous demande pas d'approuver ou de désapprouver. Non, mais ça m'intéresse. Vous êtes en direct. Mais voilà, on est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand on n'est pas souverain chez soi? Ben non. Et d'ailleurs, M. Macron n'est j'ai même pas le mot, un exécutant des décisions prises à Bruxelles. Et il n'a aucune marge de manœuvre, ne serait-ce que sur aucune... C'est d'ailleurs pour ça que le grand débat et les cahiers de doléances sont un peu pour gagner du temps, c'est mon avis, parce qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Et même si vous voulez, par exemple, sur la question du référendum d'initiative citoyenne, il ne peut pas le mettre en place. Face à Bruxelles, il n'a pas le pouvoir de le faire, même en tant que président de notre belle nation. Voilà. Par exemple, vous seriez pour sortir de l'Union européenne? Non, écoutez, non, on va juste reprendre les bases. La démocratie, c'est quoi? D'après Montesquieu, c'est la séparation de certains pouvoirs. J'en parlais avec les enfants tout à l'heure. Ben voilà, la base. Alors, on avait le quatrième C'est pouvoir, vrai, non. c'était la presse, l'indépendance de la presse. C'est venu bien après Montesquieu, mais on a mis ce quatrième pouvoir, la presse. Aujourd'hui, vous pensez que la séparation des pouvoirs, ne serait-ce qu'entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, elle n'est pas actée? Citoyenne députée, laissez-moi juste 2 minutes finir mon exposé et après vous aurez toute l'occasion de parler. Donc Montesquieu, il y avait 3 pouvoirs pour Montesquieu. Par la suite, il y a un 4e pouvoir, c'est la presse, et un 5e pouvoir, le pouvoir de l'argent, les banques. On a dit qu'il y a 5 pouvoirs. Bon. Et ce qui est important pour qu'on ait, suivant la vision de Montesquieu, une véritable démocratie, c'est la séparation de ces 5 pouvoirs. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que les 3 pouvoirs institutionnels aujourd'hui actés dans notre Constitution, il n'y en a que 3. Il n'y en a pas que 5. Après, vous Ça pouvez... fait partie d'un des problèmes Voilà. de l'anti-constitution. Après, vous pouvez rajouter 2 autres pouvoirs. Non, mais je veux dire, c'est intéressant. Mais... Le 4e pouvoir, la presse, et les médias français sont détenus par combien d'oligarques? 9 milliardaires. 9 milliardaires. Alors, vous allez me dire, bon, 9 milliardaires qui détiennent le 4e pouvoir, quelle indépendance pour la presse? Bah, c'est très simple. Qui paye l'orchestre choisit la musique. Donc, les journalistes, bah, tout simplement pour garder leur CDI ou pour passer en CDI, bah, ils s'autocensurent et puis il y a un biais. Voilà. On fabrique de l'opinion. Donc, c'est pour ça que tous les médias traditionnels sont en train de se casser la figure. La Vie, il y a 1 an déjà, estimait à 33%, 34% les gens qui croyaient la télé, qui croyaient aux informations données par la télé. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont chercher par eux-mêmes l'information sur Internet? C'est que tout simplement, les gens ont bien identifié que c'est la voix de son maître. BFM TV, C8, TF1, LCI.
C'est du show, c'est de l'entertainment, c'est la fabrique du consentement, c'est la fabrique de l'information. Donc là-dessus, je pense que c'est assez clair que le quatrième pouvoir en France n'est pas indépendant. Le quatrième pouvoir, la presse, est sous mainmise et sous contrôle du cinquième pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent. Et puis, on peut aussi se poser des questions sur le contrôle de ce cinquième pouvoir, l'argent, sur l'exécutif. Toutes les affaires de corruption, la liste est quand même assez longue, que ça soit au niveau local, on ne va pas sortir de noms parce qu'on les a tous en mémoire, ou de députés ou de ministres qui se retrouvent épinglés dans des histoires. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a une pression de ce cinquième pouvoir au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, et puis peut-être indirectement au niveau du judiciaire aussi. Donc ce cinquième pouvoir, effectivement, a une place actuellement bien trop importante dans notre société. Et ce que nous voulons, nous, en tant que Gilets jaunes, c'est replacer l'homme avant la finance et au centre. Nous ne sommes pas des variables d'ajustement. On ne le sera jamais. Voilà. Madame la députée, à vous. Je voulais juste préciser deux points importants. Monsieur Patrick Drahi a participé directement à l'élection de Monsieur Macron en finançant une partie de sa campagne électorale. Comme Goldman Sachs. Propriétaire du groupe Altis. Ça, vous voyez, ça nous pose question en tant que citoyens. C'est pas quelque chose qui, pour nous, est acceptable dans une démocratie. Et il y a eu des problèmes de transparence aussi au niveau de la campagne du citoyen Macron. Alors, sur vos allégations concernant le financement de la campagne Président de la République, que je ne partage pas, puisqu'en fait, vous savez comment sont financées les campagnes électorales. Aujourd'hui, on a un système qui, d'ailleurs, est très louable, parce que quand vous regardez, par exemple, comment ça se passe dans d'autres démocraties qui ne sont pas soumises à celui comment dirais-je, du président de la République, enfin, celui qui est de notre République, on a un système qui est très avantageux. Enfin, moi, c'était ma première campagne électorale, j'ai jamais fait de campagne électorale avant d'être députée, et je peux vous dire que j'ai appris ce que c'était les règles de financement d'une campagne électorale. Enfin, c'est au stylo près, quoi. Enfin, après, on peut ne pas... Enfin, après, moi, je vous témoigne de mon expérience à moi. Et d'ailleurs, les personnes qui m'entouraient pendant la campagne électorale étaient des personnes comme moi, qui n'avaient jamais fait de campagne électorale. Et c'était on était extrêmement vigilants sur la manière dont on dépensait l'argent, les contrôles. C'est pas à ce niveau-là. Voilà. C'est qui apporte. En fait, c'est pas comment. Le comment, on sait que c'est assez transparent. Mais c'est qui apporte. Ah ben moi, ma campagne électorale, c'était pas la vôtre, mais celle de M. Macron, pour la présidentielle. Après, vous savez... M. Drahi, la collusion entre les médias et le pouvoir, ça nous pose problème. Après, moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment, moi, en tant que députée de la circonscription, enfin de l'Essonne, au-delà de la demande de destitution, on peut travailler ensemble pour voir s'il y a des points d'évolution sur un certain nombre de dispositions. Enfin, c'est un premier pas. Comment vous voyez les choses? Oui, c'est un premier pas. Par exemple, très concrètement, on parle beaucoup de démocratie participative. Parce que dans démocratie, vous parlez de démocratie directe. Moi, je parle plus de démocratie participative. J'ai pas attendu la crise que l'on vit actuellement, de remise en question de notre démocratie, pour mettre en place, par exemple, des ateliers législatifs, un projet de loi. Moi, en tant que députée, je suis un relais entre les citoyens et la fabrique de la loi. Donc, très concrètement, sur les projets de loi qui arrivent, on en a déjà fait deux thématiques. Il y a le projet de loi mobilité, en ce moment, il y a le projet de loi école de la confiance. Les citoyens viennent, se réunissent autour de la table, on prend le projet de loi, et il y a des recommandations, enfin des propositions très pertinentes qui sont faites par la population et que moi je reprends sous forme d'amendement pour améliorer les projets de loi. Donc je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que vous trouvez qu'en fait c'est juste une goutte d'eau et que ça ne sert à rien, ou est-ce que vous êtes prêt à intégrer également ce type de démarche? Enfin, comment... Citoyenne députée, Barbara, elle a aussi bien sûr son mot à dire. Déjà, vous savez où on est sur la Nationale 20, avec Barbara, avec les autres personnes, avec les autres filles tous les matins.
On vous invite tout simplement à venir partager le café avec nous. Ah bah avec grand plaisir. Il est exécrable, il est vraiment pas bon. Mais comme il est donné avec le cœur, vous verrez, Donc il là, n'est pas aussi mauvais que ça. moi je peux venir, il n'y a pas de problème. Donc déjà, n'hésitez pas à passer, vous allez voir, on est juste des braves gens. On est juste des braves gens très, très, très énervés. Et on est monté en métapolitique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences, des choses que l'on vit, hein, des conséquences négatives, désagréables. Et puis, on essaye simplement d'identifier des causes. Et là, on arrive sur du sérieux. Pas du frivole, du sérieux. C'est-à-dire l'argent. Et Donc, je le sais que ce n'est problème, pas c'est mandaté l'argent. pour en parler. Mais on va parler de la création monétaire, on va parler d'autres choses. On ne va pas vous mettre en corner, on ne va pas vous faire... vous êtes en direct, donc on respecte ça, il n'y a aucun souci. Un autre concept aussi qu'on a introduit dans l'identification des problèmes, après je peux se terminer, nous on parle d'oligarchie. On ne parle pas de gouvernement. Le gouvernement, pour nous, c'est secondaire. C'est du pouvoir visible. Voilà. Dans le pouvoir profond, il y a une oligarchie qui s'est constituée avec les années, depuis une cinquantaine d'années maintenant. Oligarchie bancaire, industrielle. Voilà. On pense à Monsanto, Et là, par exemple, qui fait du lobbying, le glyphosate. Bayer, Monsanto. Bayer, Monsanto. Donc voilà, le citoyen, cette histoire de gasoil a été un révélateur. Et puis c'est tout simplement informé et il est monté en politique, et surtout pas en politique politicienne, en métapolitique. Et c'est-à-dire que là, tous les partis politiques ont été à la gamelle pendant des années, qui ont été grattés, pour parler vulgairement. Madame Le Pen, avec ses indemnités de député européen, ou M. Mélenchon, sénateur, etc. Ils sont grillés, c'est comme les syndicats. On sait très bien que la hiérarchie des syndicats a été achetée chaque année au niveau de quoi, 87 millions d'euros au niveau de la concorde sociale. Ça, le gars de Sudrail de Saint-Michel-sur-Orge, il n'a pas vu ce pognon-là. Par contre, les gars au niveau de la hiérarchie de Sud ou de la CGT qui les bloquent, eux, quand ils veulent faire des mouvements sociaux, ils ont certainement, comme M. Martinez, on sait pas, on voudrait de la transparence. Ce qui est en train d'arriver avec les Gilets jaunes, c'est qu'à l'image de la révolution de Gutenberg, l'imprimerie, où ça a amené énormément de choses, y compris des choses très désagréables comme les guerres de religion, la révolution Internet, avoir les réseaux sociaux à la maison et que plus de 50% des gens aient accès à de l'information en temps réel et non filtrée par des journalistes ou des éditocrates, là vous arrivez sur une masse de personnes qui veulent tout d'un coup et qui voient leur force entre eux et qui veulent tous la même chose. Ils veulent de la transparence, ils veulent de l'instantanéité et ils veulent simplement vivre heureux. Et ils s'aperçoivent qu'on vit dans un pays extraordinaire, très riche, avec plein de talents, et qu'on gagne de moins en moins, et que c'est de plus en plus dur, et que d'une génération à l'autre, on perd de plus en plus. On a un déclassement très rapide de la classe moyenne qui est en train de rejoindre la classe pauvre. On a des conditions difficiles pour nos anciens, pour les handicapés, les minimums vieillesse. Et donc, on n'est pas idiots. On a chaque année des politiciens qui nous jouent de la flûte. Ça ira mieux, votez pour moi, etc. C'est le modèle de la démocratie représentative. On élit des représentants et on supplie que ces gens-là soient suffisamment magnanimes, bons, gentils, etc. pour s'occuper de nous. Non, on est impuissants entre deux élections. Eux, ils font leur carrière, ils vont à la gamelle. On pense à M. Hollande, M. Sarkozy, tous les présidents. Bref. Depuis le général de Gaulle, honnêtement, lui, il payait ses factures d'électricité à l'Élysée. Il ne se faisait pas installer des moquettes à 300 000 euros, des soupières à 50 000 euros. Mais la députée, moi je vais parler de moi, parce que moi je ne sais pas les autres. Concrètement, si on parle de moi, moi vous pensez par exemple que je paye pas mon électricité, Non, mais j'aimerais ça. Vous êtes l'image du pouvoir profond pour nous. Au niveau de la N20, non, mais je vous voudrais êtes savoir. Non, mais l'image du pouvoir profond. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Non, mais ça on est m'intéresse. pacifique et bienveillant. Non, mais c'est juste parce que. Non, mais c'est pas une attaque, c'est concrètement parce que vous dites la collusion entre le pouvoir et l'argent, par exemple. Ah oui. Est-ce que concrètement, la la députée. Pas du maire ou du député du cours, en fait. D'accord. On parle des cumulards, on parle des sénateurs qui roupillent ou de M. VGE qui touche une retraite de 18 000 euros par mois. Quand on est avec Papy Cracotte sur le rond-point, qui vit avec 750 euros par mois, qui n'arrête pas de taper des clopes parce qu'il ne peut même pas se payer son petit tabac pour finir sa vie, qu'on lui parle des 18 000 euros de VGE, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait, M. Valéry Giscard d'Estaing, pour gratter autant d'argent par rapport à Papy Cracotte, qui a été chauffeur routier toute sa vie, qui a été gendarme volontaire, qui a fait des choses extraordinaires?
Dites-moi, simplement. On est en méritocratie, on veut la méritocratie, on veut de la transparence, on n'est pas contre l'impôt. Nous, Français, pour nous, la démocratie, c'est avant tout l'égalité. On veut payer des impôts pour nos infirmières, nos pompiers, nos policiers, ceux qui se font sauter la carafe tous les 3 jours maintenant. Alors qu'au Québec, ils ont des fonds, des soutiens psychologiques, et ils ont baissé de 80% les suicides des policiers. Nous, on veut payer des impôts, mais que ça aille aux bonnes personnes, et on veut avoir un contrôle dessus. Alors, les députés, les ordres de la République, grosso modo, les ordres de la République, c'est 1 milliard d'euros par an. Ça va être fini. Ça va être le modèle scandinave. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien, mais c'est sobre. Les députés, les sénateurs, les ministres, le ministre, par exemple, en Norvège, et ben à midi, il va à la cafétéria avec sa petite brique de jus de pomme, et puis il mange avec le chauffagiste de l'immeuble, et puis avec son chauffeur. Et ça, vous croyez que c'est pas le cas en France? Non. Ah non. Absolument. Ah non. Ah non. Vous croyez que les députés que... Absolument pas. Non, je vois pas un ministre d'État manger avec un intérimaire. On veut de la sobriété, on veut de la transparence. C'est pas entendable, enfin, c'est pas visible en tout cas. Par contre, oui, je voulais rajouter un point, puisque tout à l'heure vous posiez la question, la collusion. La collusion, elle est claire. Quand vous avez M. Pompidou, qui a été directeur général de la Banque Rothschild, devenir président de la République, quand vous avez M. Sarkozy, qui était avocat d'affaires à la Banque Rothschild, et quand vous avez M. Macron, qui vient de la République En Marche, qui lui aussi a travaillé pour la Banque Rothschild. Mettez-vous à la place des citoyens. On voit ça, on remarque ça sur une durée assez longue, et on voit que ça se répète dans le temps. Là, on n'est pas dans le complot, on est dans des faits. On est d'accord, ce sont des faits, hein. C'est inscrit sur leur biographie, on le voit très bien au moment où ils se présentent aux élections, on connaît leur passé à ces gens. Donc, nous, ça nous pose un problème, on ne veut plus de conflit de loyauté. C'est terminé ça. Voilà, il nous faut de la transparence totale. Quelqu'un qui se présente à une élection doit avoir la conviction de vivre et d'être au service des Français. Il ne doit pas faire de la politique pour un métier, pas pour s'enrichir. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Non, mais moi, Alors, je suis totalement... Max Weber, la politique n'est pas un métier, je le partage. Nous sommes d'accord. Totalement d'accord. savez- J'ai pas arrêté de le répéter tout à l'heure aux enfants, j'ai pas arrêté de leur dire que la politique, enfin, moi j'étais députée, c'était un mandat et que ce n'était pas un métier, donc ça, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, vous savez, certains de nos collègues ont fait une opération une opération médiatique au niveau de la Banque Lazare. Et là, il y a eu une personne qui est venue nous parler des affaires internes de la Banque Lazare, où ils avaient négocié avec M. Sarkozy pour ne pas payer d'impôts. Et donc, ils allaient apparemment dans un autre pays, apparemment, ce qu'on a compris, c'était Bruxelles, pour signer le deal, et ils revenaient à Paris. Et comme le deal avait été signé à l'extérieur de l'Hexagone, ils ne payaient pas d'impôts. Apparemment, c'était passé sous silence. Alors, Lazare, nous, on est que des gueux, hein, on tient un rond-point au niveau de la RN20, mais Lazare, pour moi, c'est une fusion-acquisition. Donc, on est quand même sur des gros budgets. Nous, ce qu'on veut, c'est simple, c'est de la transparence à tous les niveaux. On va arrêter le néo-aristocratisme qui considère les gueux comme des abrutis juste bons à regarder de la télé-réalité. Non, c'est fini, ça n'existe plus cette affaire-là. Vous avez une énorme masse de la population qui est en train de s'éveiller à des questions qui les regardent, c'est-à-dire où va l'argent, comment cet argent est géré, par qui et comment. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est un mouvement, je dirais, très sain, c'est un élan démocratique extraordinaire, c'est un appel d'air démocratique. Finalement, quand on voit le Sénat où il y a des vieux cumulards en train de ronfler et payer des fortunes, oui, je trouve que les Gilets jaunes, c'est un élan démocratique extraordinaire pour notre pays. Pour faire tout à fait concret, si on vient vous voir, en réalité, on aimerait que vous déposiez la demande de destitution du président, que vous ne ferez pas. Donc on n'attend rien de vous concrètement. L'échange est très fructifiant, je trouve. C'est déjà une manière d'échanger. Maintenant, on n'attend vraiment rien de concret de vous. Nous, notre visée, c'est la constituante et la refonte totale de la France vers une nouvelle France. Mais par exemple, quand on va être amené à réfléchir sur la réforme constitutionnelle, moi je vais... Une constituante, c'est pas une réforme constitutionnelle. Non, mais nous on va être amené à réfléchir à une réforme. Enfin, il va y avoir probablement une réforme constitutionnelle sur le tapis. Mais il y a un gros souci avec ça alors. Mais attendez, juste, je termine. Moi je vais être amené à multiplier les ateliers législatifs comme je le fais là sur le projet de loi école, sur les projets de loi que j'ai fait. Est-ce que par exemple, ça vous intéressera de venir participer
à ces échanges sur le fonctionnement institutionnel, sur les modifications. Si je peux prendre Vas-y. ma femme est maîtresse d'école à Juvisy. Et clairement, je suis convaincu que ça m'intéresserait. Ah bah déjà, alors par contre, le dernier, il est ce soir, pour l'école. Ah mince, même pour l'avenir, ça peut Mais être par pas mal. contre, qu'elle n'hésite pas sinon on peut faire un rendez-vous en Ouais, mais bien tête, sûr. Ouais. parce que les amendements, c'est la semaine prochaine, donc j'ai encore un peu de temps, quoi. Bien sûr. Et si je peux juste revenir sur le fait que tu disais que nous sommes pour payer les impôts, et pour faire un petit parallèle sur la petite parenthèse Rothschild, évidemment nous sommes pour payer les impôts, mais pas n'importe quel impôt. C'est-à-dire qu'avant, l'État, lors du processus de création monétaire, pouvait créer de la monnaie sans taux d'intérêt. Ou très faible. Ou très Qui très faible. revenait dans la nation. Comme les emprunts Pinel, par exemple. Exactement. Qui permettait à la société d'avoir une croissance dite organique. Et en économie, c'est très bien, puisque la croissance, elle n'est pas décorrélée, il n'y a pas de bulle, etc. Maintenant, c'est plus possible, ce sont des intérêts privés qui produisent donc, du coup, la monnaie avec des taux d'intérêt. À l'époque, on n'a pas du tout consulté la population française pour savoir s'ils étaient d'accord, c'est passé en catimini, et pour pouvoir payer ce fameux intérêt de la dette qui était légitime, ou en tous les cas, on n'a pas demandé notre avis, on a créé la loi Rothschild de 73, l'impôt sur le revenu. J'espère que vous n'êtes pas sans savoir que l'impôt sur le revenu sert simplement à payer l'intérêt de la dette et que du coup on donne de l'argent à de la haute finance, vous, moi, etc. Et au lieu que ça aille dans les hôpitaux, ce genre de choses. Payer les impôts, oui, tout à fait, mais pas n'importe quel impôt. Et du coup on arrive sur le sujet de la création monétaire. Maintenant, si juste je peux prendre votre stylo. La dette, c'est quand même le quatrième poste de dépense de l'État. C'est 42,1 milliards d'euros cette année. Hein. Je voudrais vous faire Les intérêts de la dette. un truc vraiment très très simple. C'est sur la vision de la société en fait et sur le fait que notre modèle est basé sur la croissance en fait. On vit dans un paradigme et on s'imagine que la croissance est infinie. Or, on vit dans une planète où les ressources sont finies, ça paraît vraiment extrêmement bête de le dire comme ça. Mais c'est vraiment très fort. Donc en fait, la base de l'équation, peu importe que vous soyez de gauche, de droite, il y a une équation qui est toute simple tout en haut. Et après, comme une nébuleuse, vous avez plein de courants de pensée qui disent qu'il faut faire plus de ci, plus de ça, etc. L'équation de base, du coup, elle part sur croissance infinie est égale à ressources infinies. Or, cette équation-là, elle est totalement biaisée. C'est pas possible puisque les ressources, elles sont pas infinies. D'accord ? Partant de ce postulat-là, si on fait ça sur une forme d'équation, sur un tableau, toc, vous avez cette courbe-là qui est infinie. D'accord ? Ça, c'est la croissance. La croissance, elle est basée sur toutes les ressources, sur toutes les matières premières de la planète possible et imaginable, mais notamment une qui est le pétrole, que ce soit en tant que matière première ou en tant qu'énergie. Si on modélise le pétrole, vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini, vous avez un pic ici. Ce qui fait ce qu'on appelle une parabole. En fait, tant que ces deux courbes-là sont corrélées, il n'y a pas de souci. Vous avez de la croissance, vous n'avez pas de chômage, etc. Mais quand vous arrivez ici au point de retournement, vous avez un gap qui se crée ici. Et du coup, la croissance, elle ne pourra plus revenir. Du coup, voilà. Et ça, c'est un sujet très important sur lequel il faudrait aussi aborder. Ça, c'est sur le peak oil, en fait. Ouais, sur le peak oil. À un moment, on va arriver à un pic de production au niveau. On est déjà dedans. Qui est déjà du charbon, atteint depuis de des années. l'uranium. Il est déjà atteint. Il y a le cuivre aussi, il y a plein de choses. Et là, effectivement, il y a un problème, c'est une croissance infinie dans un monde fini. L'équation à la base. La notion de croissance, qu'est-ce qu'on veut ? Il y a le Bhoutan qui fait des choses aussi. Hein, c'est pas la croissance industrielle pour eux, c'est le bonheur intérieur brut. Donc il y a plein de pistes intéressantes et on voudrait simplement sortir de cette vision monomaniaque financière. Ouais. On arrête de tout financiariser. Et via la C'est Constitution, très compliqué avec M. Macron qui lui vient de la banque justement. Mais enfin bon, après j'espère qu'il y a des équipes derrière lui qui pourraient concevoir les choses un petit peu différemment. et l'idée de la Constitution citoyenne, c'est de pouvoir poser toutes les bonnes idées sur la table et en parler entre nous et redévelopper un nouveau contrat social, tout simplement. Ça, c'est vraiment très très important. Toute notre société, que ce soit les politiques, D'ailleurs, sont basées sur la croissance. Or, la croissance ne reviendra plus. Il y a une belle citation qui va avec ça, c'est croire qu'une croissance infinie est possible sur une planète finie, il faut être fou et économiste pour le croire. Alors, moi j'aurais une autre question, parce que vous parliez actuellement de réformes. Réforme constitutionnelle, donc il y a forcément aussi d'autres réformes, réforme de la finance. À quand une nationalisation de la Banque de France ? Ça fait partie de vos Tout à doléances. fait. Au niveau de la nationale 20, hein. Plus qu'une doléance, c'est Oui. une nécessité. Une nécessité de nationaliser la Banque de France et surtout d'abroger l'ordonnance de 2014, qui était à l'époque sous le gouvernement Hollande. Cette ordonnance interdit à l'agence France Trésor de communiquer sur qui sont les créanciers de la dette.
qui Est-ce sont que les vous vous rendez possesseurs, compte? les possesseurs de la dette française. On ne les connaît pas. C'est On impossible n'a pas accès à ces d'avoir l'accès à ceux qui possèdent la dette de la France. La dette de la France, grosso modo, c'est 100% du PIB. Et nous, ce qu'on fait, c'est que payer des intérêts. On est dans un pur modèle de cavalerie. On ne fait que payer les intérêts de la dette. Et la dette continue de grossir chaque année. 42,1 milliards d'euros de remboursement des intérêts de la dette cette année. Et alors qu'on n'a pas de sous pour les infirmières. Ah ben non. Mais Et, depuis 79, et les c'est vieux pas- en EHPAD non plus. Et les pompiers non plus. Donc, il faut arrêter un moment. On va arrêter ça. Depuis 1979, et c'est une source europe1.fr de 2017, je crois du 28 avril 2017, on aurait payé depuis 1979 1400 milliards d'euros d'intérêts de la dette. Cet argent-là a été volé via toutes les taxes au peuple, au travail du peuple, via pour l'impôt sur payer le revenu. les intérêts d'une dette que personne n'a votée. C'est une dette illégitime. On est sur de l'usure. Les politiques qui ont donné leur accord tacite ou leur accord, enfin bref, ils sont coupables. Parce que d'ailleurs, C'est des complices. Je précise que, Vol du peuple. On je est sur la précise complicité, là. qu'au-delà de la loi de 73, qui maintenant n'est plus d'actualité, il y a le traité de Lisbonne de 2005 dans un de ses articles 2007. qui reprécise que l'État français ne peut pas battre monnaie. Ce qui veut dire que ce traité, déjà à la base, il est inconstitutionnel, puisque nous avons fait un référendum, comme vous le savez, en 2005, nous avons voté non. M. Sarkozy a remis et est passé en force avec ce traité. Via l'article. Qu'est-ce que le 123 gouvernement, du qu'est-ce que votre gouvernement est prêt à faire pour réviser ce traité? c'est une question. C'est une bonne question. Mhm. C'est assez concret. Quelle est votre position par rapport à la dette? Cette dette perpétuelle, l'usure, ce vol de la richesse du peuple via tous les prélèvements, via toutes les taxes. Et en plus, on doit vendre les bijoux de la famille, les barrages de France, la Française des Jeux, Alstom, parce qu'on n'a pas de sous. Bientôt Versailles, pourquoi pas la Tour Eiffel? Donc, quel est le projet derrière? C'est qu'on devienne la Grèce, qu'on devienne le Brésil? Cela répond bien. Oui, On va pas parler de l'or. Hein. Les Avec stocks d'or notre or vendus par national, Sarkozy. on rembourse la dette aussi. Ça, c'est fort. Mais on en parlera une autre fois, peut-être. Allez-y, Maud. Moi, dans tout ce que vous me dites, en fait, il y a évidemment beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on a plus de points communs que vous n'imaginez. Bien sûr, on est adversaire, on n'est pas ennemis. On est là pour trouver des solutions, améliorer les institutions. Et ce que moi, après, le premier message que je voudrais vous faire passer, mais le problème vient probablement de notre majorité, parce qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué, je ne sais pas où est le problème. Le message n'est pas bien passé. Mais quand je regarde l'hémicycle, où je vois mes collègues, ceux que je connais, où il y a une grande partie de mes collègues qui venaient de la société civile comme moi, qui avaient un métier avant, qui conçoivent vraiment leur fonction de député comme une fonction temporaire, qui probablement retourneront à leur activité professionnelle après. Il y a parmi eux des aides-soignants, des infirmières, des professeurs des écoles, des maîtresses d'école. Il y a aussi des gens qui exercent des professions de consultants. Il y a une diversité vraiment de... Enfin, moi, je suis à la commission des affaires culturelles et d'éducation. Et à 3/4, elle est constituée d'anciens directeurs d'école, maîtresses d'école, enfin des gens, proviseurs, enfin des gens qui n'étaient pas issus de la banque. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez senti ça et senti qu'on n'était pas installé en fait, qu'on n'était pas là pour faire une carrière? Et que, après, je sais que c'est pas forcément l'image qu'on renvoie, et j'en suis vraiment désolée parce que ça m'attriste vraiment. Je comprends tout ce que vous dites par rapport à l'ensemble, ce que vous dites, le métapolitique, la croissance, tout ça, je comprends. Le vol, la dette, l'usure. Mais par contre, juste sur le fonctionnement de nos institutions, j'aimerais vraiment que vous ayez
à l'esprit que si moi je suis devenue députée, c'est d'abord parce que j'avais envie de servir mon pays. Le peuple ou le pays, la République? Non, le peuple, servir mes concitoyens, servir les gens qui vivent autour de moi. Moi, je suis issue d'une famille, mon grand-père était ouvrier agricole, à 12 ans, il a fallu qu'il quitte la famille parce qu'il a été sans ressources. Donc, juste ayez en tête qu'on ne vient pas tous de milieux bourgeois, riches. Non, mais c'est juste. Non, mais je sais. Mais c'est juste pour vous dire. Si vous remontez sur 2 générations en France, vous avez plus de 95% des gens qui sont issus du milieu agricole. Oui, je sais. Non, mais je sais. Non, mais c'est juste pour vous dire que. Ayez en tête qu'en tout cas, moi, j'ai à cœur de servir l'intérêt général. Qu'après, il faut qu'on définisse cet intérêt général, qu'on a une vision en France qui est très rousseauiste, et tant mieux de l'intérêt général. Moi, j'y suis profondément attachée. Je crois profondément que l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers, ça n'est pas, j'ai pas du tout une vision anglo-saxonne de l'intérêt général. Alors, il faudrait Donc, demander vraiment, ça justement à Monsieur le Président de la République, qui lui, véritablement, a une vision anglo-saxonne. Je crois pas. Puisque dans l'intérêt général, Je crois pas. on continue à être maintenu dans le temps. Je crois vraiment pas que le président de la République. Il est au service de Washington, puisque vous l'avez vu sur le plan géopolitique. C'est un constat que les Français font quand même. C'est vrai. Quand vous parlez d'intérêt général, vous avez raison à votre niveau. Mais Monsieur le Président de la République a-t-il un intérêt général avec ses citoyens? Après, je ne pense pas. La loi, c'est aussi nous qui la faisons. Et sachez que quand le gouvernement présente un texte, nous, derrière, on propose des amendements, on négocie, on fait quand même, on arrive à créer de l'équilibre. Maintenant, je crois vraiment pas que le président de la République ait une vision anglo-saxonne de l'intérêt général. Je le crois vraiment pas. Je pense qu'il a une vision très française de ce qu'est l'intérêt général. Il critique beaucoup les Français. Honnêtement, c'est limite de la diffamation. Limite, il insulte le peuple français au niveau. À chaque fois qu'il est à l'étranger, il n'est jamais content des Français. Toujours les dénigrer, les insulter, les rabaisser, etc. Donc peut-être qu'il aime beaucoup la France, mais sans les Français en tout cas. C'est ce que nous on ressent en tant que citoyens, les simples payeurs. D'ailleurs, donc, vous savez, citoyennes députés, les institutions, c'est bien. Leur but, c'est de servir le peuple et le bonheur du peuple. Quand les institutions ne sont plus adaptées, quand c'est comme un vêtement, c'est trop petit, ça craque de partout, et bon, on va les changer. Et puis c'est pas grave. Il y en a qui allaient à la gamelle et qui en profitaient bien de ces institutions, qui avaient leur zone de confort. Bon, c'est pas grave, ils trouveront d'autres zones de confort, mais on ne peut pas hypothéquer le futur de nos enfants et de nos grands-parents, etc., pour maintenir en place un système qui n'est plus efficace. On fait le constat que le système ne marche plus. Par contre, vous êtes d'accord qu'on fasse une photo? Oui, allons-y, citoyenne. Elle avait répondu à la question sur la dette. Alors, au niveau de la dette, on a aussi l'évasion fiscale. On a le CICE, on a énormément de choses. Il faut arrêter de nous prendre pour des crétins. L'évasion fiscale, c'est entre 80 et 150 milliards d'euros. Les GAFA ne payent pas d'impôts en France. Allô, quoi? Vous vous souvenez le gag là? Et donc, normalement, ces forces doivent rester à la loi. Vous, en tant que député, vous devez faire quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, on va changer de façon pacifique et déterminée ceux qui nous représentent parce que ce système ne marche plus. On va simplement passer à une autre forme de démocratie qui sera beaucoup plus directe. En vrai, il n'y a qu'une forme de démocratie, mais je suis d'accord. Bon. On est en démocratie représentative. La définition de la démocratie, on abordera ça un sujet une autre fois si vous voulez. Et on passera simplement à une autre forme de démocratie qui ira plus dans les intérêts du peuple. On ne retournera pas, Madame la députée, on ne retournera pas dans les ténèbres sans combattre. Vous avez des dizaines de milliers de personnes tous les jours de la semaine qui sont dehors dans les ronds-points, des centaines de milliers selon les syndicats Vigie-Police chaque samedi. Nous avons des millions de sympathisants, on était entre 70 et 81% de la population qui nous comprend, qui nous soutient et qui savent très bien qu'on se bat pour leurs intérêts, les intérêts des plus vieux, des plus fragiles, des futures générations. Donc, écoutez, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est sur un mouvement pré-révolutionnaire, pré-insurrectionnel. Appelez-le comme vous voulez. Nous, on est pacifique, bienveillant. C'est dans notre charte des Gilets jaunes du rond-point de la Nationale 20.
Mais à un moment, on va devoir taper sur les vrais problèmes, c'est-à-dire définir les adversaires et les ennemis. Les ennemis, pour paraphraser notre ancien président, son ennemi, c'est la finance. Très bien. On n'a pas vu ce qu'il a fait ça. Au niveau de la finance, M. Macron était déjà au gouvernement avec M. Hollande. Les institutions qui financent la création, les entreprises, tant mieux. Ceux qui spéculent et qui jouent au casino sur Wall Street, non. Il est intolérable que leurs pertes soient nationalisées. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est vos parents, c'est vos enfants qui paieront ces dettes-là. Donc c'est intolérable. Nous, ce qu'on veut, c'est une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Après, s'ils veulent jouer sur leur fonds propres au casino de Wall Street, allez-y les gars, plantez-vous. Mais vous ne pouvez pas jouer avec l'argent des déposants. Vous vous souvenez de Chypre? Bon, on ne veut pas que ça arrive sur la France. Donc, on pense à tous nos retraités, à toutes les personnes qui ont travaillé toutes ces années et qui ont maintenant un risque systémique avec les banques, parce que too big to fail, elles ne feront pas faillite. Par contre, elles vont se servir sur les comptes de dépôt des déposants. C'est passé dans une loi européenne il y a 2 ans. L'année dernière, je crois. Et pour en revenir à la destitution du président, nous, c'est un peu une main tendue, si vous voulez, parce que moi, personnellement, et puis bon, on discute entre nous, déjà, tous les gens dans la rue, alors même si c'est qu'un slogan, réclament la démission du président. Son élection est plus que contestable, surtout ça a été un vote contre Marine Le Pen, principalement. Et aujourd'hui, l'élection n'est pas contestable. Elle est contestable, il a eu 26% des suffrages totaux. Si on comptait, légal, oui, pas légitime. Si on comptait Mais l'abstention, avec la reconnaissance du vote, après il serait jamais passé en fait. Par exemple, oui, vous mais le êtes- vote blanc n'était pas là. Non, Donc, mais pour le coup, vous êtes pour la reconnaissance ah du bah vote blanc. évidemment, ça me paraît J'aurais indispensable. autre chose à rajouter. Et si on avait la reconnaissance du vote blanc, on aurait déjà changé le paysage politique depuis bien longtemps. Voilà. Il y a quelque chose à rajouter de très important. Nous, on constate en tant que citoyens que chaque élection dans le monde, dans beaucoup de pays, notamment émergents, il est fait toujours mention d'observateurs internationaux. Nous, ce qu'on propose à l'avenir, c'est qu'il y ait des observateurs internationaux sur nos campagnes électorales. C'est une de nos réflexions personnelles. Et donc je voulais dire, donc 26% des suffrages, donc sans compter l'abstention, les votes blancs, c'est bien de ça qu'on parle. Donc son élection est contestable. Il a violé le droit international et notre constitution à multiples reprises. Ça, c'est un débat, mais c'est la réalité. Bon, M. Sarkozy a enlevé la haute trahison de la Constitution quand il était au pouvoir. Donc forcément, en vrai, c'est pas une vraie cause de destitution vu que la haute trahison n'existe plus dans le pouvoir. Donc voilà. Rapport à la vente de l'or de la France pour rembourser la dette à Voilà. bas prix aux Américains. Oui. Ça se 500 paiera tonnes aussi. d'or. Alors, ce serait bien, pareil, de faire un audit citoyen sur les stocks d'or de la France. Je pense qu'on aurait des surprises. Et même juste par rapport aux Gilets jaunes et son dédain de classe, c'est un peu comme ça. Racisme de classe. Exactement, Racisme de classe. j'ai pas osé le dire le mot. Il peut pas finir son mandat. Vraiment, il peut pas finir son mandat. Ou sinon, faut prendre vos responsabilités parce que le pays, là, va s'engranger dans quelque chose avec M. Macron qui nous sourit et qui nous dédaigne, vraiment. Même les maires n'y croient pas au grand débat. Voilà, les maires on qui viennent discute nous avec voir les n'y élus croient locaux pas. tous les jours. Ils disent, voilà, on a réduit les dotations aux mairies depuis des années, on est sous la menace du préfet, et là, on nous envoie pour essayer de calmer la colère populaire, toujours avec un bon gros dédain et voire un mépris de classe, parce que les maires des petites communes, voilà, grosso modo, c'est On va pas dégueu. vous sortir les Voilà. phrases de M. Macron. Donc, même les maires, ils y croient plus, ils y croient plus. Et là, Donc voilà, nous on vient là bienveillant avec voilà, plein de propositions, on veut du alors, lien, qu'est-ce que vous on veut des attendez- passerelles. Qu'est-ce que vous attendez, alors en dehors de la demande de destitution du président, qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc je viens d'échanger avec vous sur alors ça, il n'y a pas de Déjà. problème. Venez vous rendre compte. Ça, je le ferai, vraiment, je m'y engage, on va regarder dans les prochains jours qui arrivent. Après, en dehors de ça, aujourd'hui, on est sur un fonctionnement qui est une démocratie représentative. Et donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas sur quel autre sujet, si vous avez une idée d'ailleurs, moi je suis partante, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, travailler ensemble sur une logique de... je ne sais pas moi, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un rapport parlementaire issu du terrain auquel vous pourriez être associé Bien pour entendu, qu'on sur travaille l'audit de la dette. ensemble.
Alors, non, mais je parlais vraiment, je parlais territoire. Après, on peut parler, oui, on peut faire un truc sur la dette si vous voulez. Mais la base, c'est l'argent. Il faut arrêter les frivolités. La base, c'est un problème de dotation budgétaire. Il n'y a pas assez d'argent pour les infirmières, il n'y a pas assez d'argent pour les vieux en EHPAD, il n'y a pas assez d'argent pour les pompiers, il n'y a pas assez d'argent pour tout. Donc, on va se concentrer sur l'argent, savoir où est-ce que va l'argent et à qui. Alors, moi j'aurais une proposition concrète à faire. Seb, si tu peux rajouter quelque chose là-dessus, vous pouvez peut-être participer avec nous sur des ateliers constituants. Ensemble avec nous. C'est la future France telle qu'on l'imagine. Réfléchir aux règles de la représentativité. Réécrire la Ce qui Constitution. existe déjà depuis des années en fait. Mais nous, on le fait sur les ronds-points. En fait, atelier Non, mais on constituant. pourrait imaginer que, pardon, je vous coupe. Allez-y. On pourrait imaginer que moi je vienne à un atelier constituant pour voir comment vous. C'est-à-dire que je ne partagerai pas forcément tout ce que vous dites, mais. En tant que citoyen, vous êtes non, bienvenue. mais voilà, je viens échanger avec vous. Et après, on pourrait imaginer que lorsque moi je vais travailler sur des ateliers législatifs à la permanence sur un certain nombre de sujets, que vous vous associez. Enfin, par exemple, ce soir, il se trouve que j'ai annulé un rendez-vous tout à l'heure pour pouvoir vous recevoir. Mais il n'y a pas de souci, il est reportable. Donc là, ce soir, en l'occurrence, on aurait pu imaginer que votre épouse vienne. On peut imaginer que sur des sujets qui sont fédérateurs, la santé, je ne sais pas quelle autre thématique on va choisir. L'éducation. L'éducation, par exemple, c'est l'objet du dernier atelier législatif, où il y a des personnes qui n'étaient pas forcément politisées qui sont venues. Hein. Il y a plein de gens extrêmement différents et qui ont fait des propositions que moi, je vais reprendre en tant qu'amendement, sous forme d'amendement. Est-ce qu'on peut imaginer que sous d'autres formes de thématiques, moi, après, vous pouvez venir en fonction de vos plannings, etc., vous veniez pour qu'on échange, que vous voyez... Excusez-moi, échanger, c'est bien. Non, mais pas ça échanger. fait des années qu'on échange. C'est pas échanger, c'est vraiment faire en sorte Derrière, il n'y a faire des rien propositions. d'obligatoire. C'est-à-dire que ce qui va arriver au niveau d'un texte, tout simplement, la majorité dira non. Et pourquoi la majorité ? Parce que ça va remettre en cause... Moi, j'ai fait des amendements cette semaine, il y a des amendements qui sont passés, et c'était issu de réflexions que j'ai eues avec la population. On peut imaginer, je ne vous dis pas que toutes les recommandations qu'on va faire, elles vont passer. Ce serait faux. Donc, je ne vais pas vous dire que ça va se passer, ça va se concrétiser. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que moi, je vienne aussi avec vous échanger ? C'est ce qu'on souhaite. Et on pourrait imaginer voire même si vous avez des idées de Justement, choses, on a des thématiques à vous des proposer. thématiques, on La souveraineté organise, de la France, on peut la imaginer. Constitution, ça c'est nos très thématiques bien. essentielles, et la dette nationale. Et on peut imaginer que, voilà, après, il Vous y a êtes des en gens train de me différents. dire que ce système, aussi corrompu et non fonctionnel qu'il est actuellement, est capable de s'autoréguler, finalement, de se changer avec la bonne volonté Par le bas. par le bas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois. Moi, Tout simplement, nous, on fait le constat que les institutions ne sont plus adaptées. Et donc, je pense que les institutions ne sont pas adaptées, ça, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une évolution institutionnelle, ça, j'en suis convaincue. Donc ça, je suis totalement d'accord avec vous. Après, je ne sais pas, il y aura peut-être des points de convergence entre nous, des points de divergence, mais c'est intéressant qu'on puisse en parler. Donc, est-ce qu'on aura une audience médiatique là-dessus ? Ou ça sera médiatisé ? On va juste travailler dans notre coin et notre travail, des dizaines d'heures de travail vont être après... les ateliers, non, il n'y a pas de proposer journaliste. à LCP de venir. Si c'est couvert par LCP, Ça peut être intéressant. ça peut être intéressant pour les C'est gilets une chaîne jaunes. publique, nous on croit au public, donc pour le coup LCP... Et on veut de la transparence. Donc, Alors bien entendu avec un journaliste indépendant, parce que bon, ça se discute, mais... Je ne sais pas si les autres personnes qui viennent aux ateliers sont d'accord pour être filmées. Mais regardez, là on n'est pas filmé, on ne voit pas les têtes, on voit juste les voix et on voit les mains des gens. Après, voilà, parce que les personnes qui viennent, elles viennent sous forme anonyme. D'ailleurs, je ne connais pas forcément leur nom. Il faudrait demander, mais c'est vrai que LCP, c'est quand même le rôle d'LCP. On pourrait imaginer qu'il y Justement, dans les échanges ait citoyens. qu'il y ait un atelier qui soit filmé par LCP. Pourquoi pas ? Ça serait intéressant. Il faudra qu'on le vote après, parce que bien entendu, là ce qu'on Mais dit, la seule chose, c'est nous, c'est que... des opinions, mais Oui. nous, on représente aussi Après, une centaine de personnes sur notre rond-point. Après, Il faut c'est que ça sous soit voté. réserve. C'est sous réserve que les autres personnes qui participent aux ateliers et qui sont des personnes qui viennent, qui sont pas forcément en marge, qui viennent des gens qui veulent participer, Bien sûr, sur les citoyens. soient d'accord. Bien sûr, ça peut se voter, ça peut se décider en AG.
Mais vous voyez, là c'est intéressant parce que vous faites un pas vers nous, mais nous aussi on veut faire un pas vers vous. Oui, je trouve ça On recherche un consensus. Cependant, si Mais j'entends. mon camarade des fois aussi vous rappelle que par le bas c'est compliqué et que nous on vise le pouvoir profond, c'est aussi de J'entends nos données, bien. il faut le prendre Non, en mais ça, compte. j'entends bien. Voilà, Mais faut le j'entends prendre en bien. compte. Mais par contre, si vous venez, voilà, venez déjà nous voir sur le rond-point, ce sera une première étape. Ensuite, on va discuter, on va poser des actes, on va faire un agenda, on va essayer de se créer cet atelier constituant avec votre présence et votre technicité et votre savoir. Technicité, Et de là, j'en sais moins que vous. Hein. non, mais on s'est compris technicité par rapport à votre expérience en tant que député. Et de là, vous allez voir que les thématiques qu'on va aborder, elles vont être intéressantes parce que là, on va toucher au cœur du problème. Eh ben d'accord. On va parler argent. Là, on parle. Et souveraineté, Je suis pas à la constitution. commission de la finance, hein, Mais vous êtes à l'éducation. je suis à L'éducation, on a des l'éducation. propositions à vous Oui. faire. Et Très bien. pour aller plus loin sur les ateliers constituants, c'est qu'est-ce que la démocratie? Parce que la démocratie représentative, c'est un oxymore en fait. Merci de confirmer. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je suis C'est un- moi, je La suis démocratie, vraiment elle est attachée- directe ou elle l'est pas en fait. Non, C'est je comme, suis pas d'accord. c'est comme un citoyen. Oui, ce sera un objet Ouais. de débat. Étymologiquement, le citoyen vote ses lois. Sinon, il n'est pas citoyen. Il est C'est un consommateur. électeur-consommateur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Étymologiquement. Donc Et on pour travaille le coup, là-dessus. j'ai vraiment réfléchi à la question parce que j'ai travaillé sur la question du débat public pendant mes études. Donc là, vraiment, je suis hyper intéressée de discuter avec vous, mais pour le coup, moi, je suis Génial. vraiment attachée à la démocratie Super. représentative. Ah, ça sera Je pense qu'il faut y mettre- objet de je débat. pense Je suis qu'il pas faut, débattu, justement. Par Dans contre, mon je cas, pense je suis qu'il faut- vraiment je pense attaché qu'il à faut la y démocratie. par contre, je pense qu'il faut. Je suis convaincue qu'il faut y intégrer du Qu'est-ce que vous pensez participatif. du référendum d'initiative citoyenne? Bonne question. Le RIC, Ouais, je vous avoue, enfin, très honnêtement, et je me défausse pas, on pourra le refaire quand je viendrai vous voir. J'ai pas suffisamment réfléchi à la question. Pourtant, vous êtes fortement informé sur la démocratie représentative. Ouais, mais Alors que le RIC est un référendum- outil Oui, oui. démocratique par excellence qu'on devrait avoir depuis des dizaines d'années. Justement, En toute Je matière, pense ça se qu'il est- discute. Je pense qu'il peut être utile. Je pense qu'il peut être utile sur certaines thématiques et pour débloquer un certain nombre de problématiques. Parce que- voilà. Enfin, il y a quelque chose à faire sur le RIC. Après, je sais pas. Parce que si on avait le RIC en toute matière actuellement, M. Macron serait destitué dans la seconde et on sortirait de l'Union Européenne aussi dans la seconde. Hein. Et de l'OTAN. Et de l'OTAN. Ah oui, Et de donc- l'euro, donc- et de l'euro. Donc c'est Le bien, temps est c'est pas bien la problème. question que je vous posais tout à l'heure. Vous n'êtes pas pour nous l'Union nous sommes contre l'Union européenne. On est pour la souveraineté. Sans souveraineté, on n'aura pas de démocratie. Parlez pas tous en même Nous temps. ne sommes pas contre l'Europe. Nous J'ai sommes bien compris. contre Le l'Union fonctionnement institutionnel. européenne dans son fonctionnement et son traité institutionnel de 2005 Ouais. qui est illégitime. Qui est l'Europe de la finance. L'Union Très européenne n'est pas l'Europe telle qu'on conçoit. Nous, on conçoit plutôt une Europe des peuples, une Europe des nations. Nous, on a un problème avec toujours tout mettre en blocs continentaux. Mettre un bloc continental, c'est bien. Encore faut-il que ce soit au service des peuples. Cette Europe-là n'est pas au service des peuples. Elle est au service d'une technocratie. Elle est au service d'une oligarchie financière. Et Il faut donner des mots. À une technocratie auto-élue. Il suffit de voir le CV des patrons des banques centrales européennes, etc. D'où ils viennent, voilà, d'où ils viennent, à qui ils ont prêté allégeance avant, et voilà. Et dire qu'on est soumis à ces gens-là qui n'ont aucune légitimité démocratique. C'est Et quand même voilà honteux. pourquoi Ils n'ont pas été élus. faire des ateliers de députés local. Alors nous, on pense local pour évoluer globalement et faire un grand changement global. Mais les ateliers que vous allez nous proposer, malheureusement, je pense qu'ils ne seront pas dans notre ligne directrice qui est de changer Ah, mais non. profondément les Ah, ça, c'est institutions. sûr. Clairement pas. Mais non, Maintenant, mais non, d'être mais- dans le dialogue. Ouais, conserver- mais donc puis- conserver le mais non, problème. mais bien sûr, j'ai bien compris. Parce que moi, les ateliers. C'est votre que- intérêt de Non, conserver non. les institutions. Moi, mon intérêt personnel. Ouais. Mon intérêt personnel. Comment dirais-je, je vais pas faire une carrière forcément politique de 50 ans. Hein. Vous voyez, j'avais un métier avant. D'ailleurs, nous, on est J'aurais contre arrêté à le arrêter. cumul des mandats. Donc ça, vous êtes avec nous là-dessus, peut-être. Ah oui, moi, le cumul des mandats, je suis Voilà. contre. Donc, Ça et serait même, je suis pour limiter les cumuls dans le temps. parfait. aussi, Des donc, mandats courts, non renouvelables. Comme M. Dupont-Aignan. On parle de ça dans nos Non, ateliers mais constituants. très bien. Non, mais moi, je veux bien tout ça qu'on échange. Je trouve ça hyper intéressant. Après, ça, c'est sûr que moi, je suis plutôt dans la logique où vous êtes pour refondre tout globalement. C'est ça. Moi, je suis pour plutôt essayer de rendre nos institutions actuelles plus Progressivement. performantes. Performantes Bah, au nous, sens on veut pas pour la, essayer, on veut faire, d'un en point de fait. vue On ne démocratique. peut pas essayer. Non, mais j'ai bien compris. Mais bon, après,
on peut en Apparemment, il y parler. a des gens qui essayent et puis ils n'y arrivent pas. Mais déjà, vous acceptez déjà toutes ces phases-là et Oui, ça nous intéresse. déjà que vous Alors, soyez dans le dialogue non, mais avec ça, nous. Ce qu'on moi, veut, c'est que moi, vous évoluez aussi. Moi, je suis dans la Voilà. je suis pour la démocratie. On veut, Mais alors, c'est c'est le peuple qui est souverain ou Le les pouvoir est- institutions le sont pouvoir- souveraines le pouvoir ne m'appartient pas. C'est le peuple qui est souverain. Merci. Ça, c'est Merci, la citoyenne Constitution. députée. Non, C'est la Constitution, hein. 58, le peuple est souverain. Dans la Constitution, c'est écrit le C'est- peuple est souverain et l'exerce par la voix de ses représentants. Voilà. Bah oui, c'est la démocratie Et donc, comme nous représentative. sommes- hein. Donc il n'est pas souverain. Et donc, Mais La si, démocratie il est est souverain. directe ou elle n'est pas. mais donc, comme nous sommes Mais alors, souverains, non, mais alors, concrètement, nous si voulons vous- la démission des oligarques un par un. Nous sommes Non, mais souverains. moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de démocratie représentative, mais alors concrètement, elle s'exerce comment la démocratie? Comment on fait pour prendre une décision? On peut avoir un exécutif. On peut avoir Un exécutif sans représentants, c'est hyper dangereux pour C'est le pas- peuple. Hein. Oui, mais On on a est. déjà vu ça. Hein. Oui, mais alors là, Je on a sais des, pas, on a des représentants qui, entre deux élections, décident tout, absolument tout à notre place, et nous, on n'a aucun moyen, même pas de destituer un élu. Et ça, on a vu des exemples puissance aussi. politique entre deux élections. On a une puissance complète politique entre deux élections. Demandez à n'importe quelle personne qui a voté pour un maire, Le maire a un pouvoir absolu, un député a un pouvoir absolu entre deux élections. On ne peut absolument rien faire, Mais juste dans un espérer. système représentatif, mais pas dans une démocratie représentative. Système représentatif, oui, des gens qui prennent des décisions pour nous. Et contre notre intérêt de Mais plus non, en mais plus. c'est le principe de la démocratie, c'est que vous donnez, on dispose d'un mandat en fait. Vous nous donnez mandat pour. C'est votre C'est le croyance. principe des élections. C'est On votre est croyance libéré. face à la démocratie. Et Mais non, la mais si démocratie n'est non, pas non, mais l'élection. alors, Si il les faut partis que le- politiques n'existeraient pas, oui, mais comme ils existent, ça pose un problème de Ça- démocratie Ah non, mais réelle. ça c'est intéressant. Ah oui, ça Non, pose mais là, un problème de voilà, démocratie d'accord, réelle. Les d'accord. partis, on veut la fin des C'est le partis, fait- clairement. C'est le fait majoritaire que vous dénoncez. Le- C'est pas, le parti c'est pas la poli- démocratie représentative. Non, mais le parti politique, madame, est un problème, puisque un Oui. député tel qu'il soit, il va représenter une ligne. Donc la ligne, une idéologie d'un parti, donc les intérêts d'un parti. C'est ça, nous, qui nous pose problème. L'intérêt d'un pas parti les intérêts est du peuple, plus l'intérêt d'un important parti. pour le parti que l'intérêt du peuple, que l'intérêt de tous les électeurs. Ce qui est important, c'est plaire, quand on est dans un parti, c'est plaire aux électeurs du parti. Et donc l'intérêt du parti, pour les membres du parti, est plus important que l'intérêt général. C'est en contradiction avec nous, notre charte au niveau du rond-point de la N20. L'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Et on vote ça tous les matins. Et ceux qui ne sont pas d'accord, on vote ça à main levée. Et ceux qui ne sont pas d'accord, bah, tout simplement, ils assument, ils expliquent aux autres pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et pour l'instant, on n'a pas eu de personne. Hein, tout le monde était d'accord. Donc, nous, on est un petit peu comme un fonctionnement d'abeille. On travaille en démocratie, je veux dire, très plate, très directe, en transparence intégrale, bah, vous le voyez, puisque là, on est sur Facebook, live. Et on est aussi un petit peu comme des fourmis, hein, des abeilles, on travaille en collectif. En fait, on essaye d'avoir l'unanimité au niveau des votations. Et on les fait à main levée. Et donc simplement, imaginons que vous ne soyez pas d'accord avec nous, bah, ça va simplement, vous, en défendant votre thèse, bah, simplement amener des éléments constructifs au débat. Vous voyez, c'est un enrichissement en fait de ce processus démocratique que nous pratiquons depuis la base intégralement, donc les pieds dans la boue, hein, avec de la neige à côté d'un brasero. Donc c'est pour ça qu'on vous réinvite à passer nous voir le matin. On est là chaque semaine, chaque matin de la semaine. Voilà. Sauf samedi et dimanche. Dimanche, on se repose. Et samedi, on est en opération sur Paris. Voilà. Mais Bartholé. Et donc la question de la démocratie représentative, on l'abordera Avec un jour où on se posera ce thème-là. Pour revenir à la destitution du président, sachez que nous, on tient cette ligne-là qui ne fait pas encore consensus sur les Gilets jaunes, mais c'est le changement par le haut, par la Constitution, peu importe le moyen que ça passe pour la destitution ou pas. Et sachez que au niveau du 91, on va bientôt aller manifester démocratiquement plus ou moins devant les bases militaires pour les inviter à se mettre ou à nous aider à destituer le président d'une manière ou d'une autre. Donc, vu que c'est votre circonscription, on vous prévient aussi de ces futures actions. D'accord. Bon. Ah bah écoutez, merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus, surtout. Merci de nous avoir reçus. Et d'être dans le dialogue, parce que malgré nos désaccords, nous on est pour le dialogue. On peut quand même échanger. Co-construire un avenir commun. Non, mais je crois que, enfin, comment dirais-je, on n'est pas d'accord forcément sur les chemins à prendre, mais sur l'objectif ultime, je crois qu'on le partage. Mais, C'est le peuple, c'est bien Mais le vous bonheur savez que du c'est peuple. pas l'objectif ultime de M. Macron.
Ce serait un. Mais ce ça, c'est serait- votre point de vue, c'est pas forcément Ah, le mien. c'est le point de vue de beaucoup Quand de il parle Français, des hein. gens de rien dans les gares, Oui. hein, bon, Ou de le peuple. traverser pour trouver un emploi, un horticulteur, vous voyez ce que je veux dire, dans plein Paris. On peut être serveur. Ou, bon, voilà. Et puis d'organiser le grand débat avec Madame Schiappa et Monsieur Hanouna sur C8. Quel Excusez-moi. mépris, honnêtement. mais Madame c'est Schiappa qui hallucinant, dit. Alors, je vais vous faire l'explication. Elle a expliqué que pas Gutenberg, mais Gulliver, quand il disait que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, personne n'était d'accord. Elle a utilisé cet argument pour justifier que M. Macron était enfin, pour faire le parallèle avec Gulliver, pour expliquer que lui, personne n'était d'accord avec lui, mais qu'il avait quand même raison parce que la planète tourne bien autour du Soleil. Non, Voilà mais, le niveau un petit Madame peu Schiappa, de ce qu'on nous bon, propose. c'est pas Donc la le grand C'est débat, pas la si vous voulez, méritocratie, quoi. ça donne pas envie On d'y ne aller. sait pas le grand pourquoi elle est débat. là, mais en tout cas, elle n'a pas les compétences. Il y a tellement de femmes extraordinaires qui font un travail extraordinaire en France, et quand on voit les responsabilités données à Madame Schiappa, on est légitimement en position de se poser des questions. C'est C'est-à-dire, pour mettre les gens en voilà. colère, vraiment. Il y a pas de est-ce que mots. c'est la provocation? Est-ce que c'est simplement l'autisme? C'est-à-dire les personnes qui placent Madame Schiappa dans ces positions-là de pouvoir, hein, finalement. Est-ce qu'ils sont en train de provoquer le peuple? Ou simplement ils sont trop bêtes pour s'apercevoir de ce qu'ils font? C'est l'un ou l'autre en fait. Oui. Citoyenne, députée? Non, je vous écoute. Oui, mais c'est affligeant, la situation actuelle dans Je suis notre pas- beau, je dans suis notre pas beau pays d'accord. est affligeante. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que l'émission de Cyril Hanouna, c'est complètement public puisque ça a été publié. Moi, j'ai écrit au directeur de C'est Canal+. privé, c'est 8. Hein. C'est monsieur Vincent Bolloré qui J'ai détient écrit- C8, J'ai au écrit, passage. j'ai écrit au directeur en l'occurrence c'est Canal+, qui a C8, par suite à l'intervention de M. Hanouna sur la question de l'IVG, parce que je savais que je suis présidente de la délégation droits des femmes, donc voilà. Donc c'est pas nouveau, le fait que j'ai interpellé Cédric Hanouna, je l'ai fait aussi en commission des affaires culturelles, donc tout le monde sait mon... Voilà, donc ça c'est pas un secret. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est une émission qui est extrêmement populaire, qui réunit, enfin c'est les audiences qui le montrent, hein, qui réunit beaucoup de téléspectateurs. Consommateur et non citoyen, peut-être. C'est une hypothèse. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que le débat il ait lieu, la télévision c'est aussi un facteur de débat, est-ce qu'il faut que le débat il ait lieu uniquement sur des chaînes qui sont plus confidentielles? Public, peut-être. Pas privé. Oui, mais le problème c'est que les gens ne les regardent pas ces chaînes. Ils Ah regardent ouais. C8 quoi. Faut peut-être changer nos manières de voir les choses, peut-être. Vous savez, Donc, la Donc la révolution... question que je me pose en fait. Dans Oui, chaque mais il y a- il processus y a révolutionnaire, une ça éducation passe individuelle aussi à par avoir une du côté des éducation Français, hein. individuelle, une révolution intérieure qui amène à la révolution globale, à l'évolution. Parce que révolution, c'est revenir au point de départ. Donc là, c'est plutôt une évolution collective. Et en fait, cette évolution collective au niveau des Gilets jaunes, depuis 3 mois, on l'a tous vécu au niveau intérieurement, au niveau métapolitique, politique, humain, social, etc. Donc, Individuellement, ça vous a changé. C'est une Extraordinaire. expérience qui vous a changé. extraordinaire. C'est pour ça qu'on vous invite sur le rond-point. Même au-delà de ça, de recréer un lien social qui a été cassé par les institutions et nos élus depuis tant d'années, retrouver ce lien social, c'est redevenir fier d'être français en fait. Vraiment. Il y a une diversité de parcours parmi les personnes qui sont avec vous. Tout à fait. Ah oui, une grande diversité. Ça va. Tous Les âges, des intérimaires, des éducateurs, des professeurs, des étudiants, des fonctionnaires, des retraités, des infirmières aussi, des handicapés, vraiment de tout. Des pompiers. Vraiment de tout. Beaucoup des de policiers aussi. ouais. Ouais, des policiers. Il y Hein. en a beaucoup de vraiment, gens, ouais. Énormément. on continue, on est avec vous, donc on a des messages aussi qui sont très très forts. Des militaires aussi. Militaires. Et puis bien sûr, nos élus locaux qui pensent à 2020. Mais qui font des actes de bonne foi quand même envers nous et qui sont dans le dialogue aussi et qui partagent aussi notre critique des institutions, au moins partiellement. Et qui, en plus, nous l'ont dit hein, par rapport au grand débat, qu'on se tourne d'un coup vers eux, leur demander leur avis, alors que d'habitude, ils sont plutôt pas écoutés en vrai. Après ça, je connais pas ce sujet-là, c'est eux qui nous le disent. Ok. Très tout bien, cas, très bientôt alors. Citoyenne députée, merci à vous, à votre équipe de nous avoir reçus. Merci à tous nos spectateurs. N'hésitez pas à réagir, à partager. On vous tiendra au courant. Voilà, très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Il y avait plus de 500 personnes.